Alors, bonjour à toutes et à tous. Je constate d'ailleurs ça a intéressé pas mal les membres d'Amnesty International, puisque je crois j'en compte 5 sur 8 personnes actuellement. Je salue donc tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à notre petit réseau confidentiel. Pour les quelques personnes qui ne connaissent pas le Festival du cinéma droit humain, je rappelle donc qu'il est organisé par tous les ans. Nous sommes à la 14e édition avec toujours un petit peu les mêmes associations de solidarité internationale que je vous cite, donc qui sont le CCFD Terre Solidaire, Médecins sans frontières, l'École des droits de l'homme, Médecins du monde, les Amis du monde diplomatique et Amnesty International que je représente. Voilà, je rappelle donc que ce festival Cinéma Droit Humain son objectif est de sensibiliser le public aux différentes problématiques liées à la défense et à la promotion des droits humains et avec le concours, donc à partir d'un film sur un thème particulier et avec le concours d'intervenants de qualité, d'experts, de témoins qui connaissent parfaitement la thématique développée. Et ce soir, d'ailleurs, nous aurons comme intervenante pour ce film qui va traiter des lanceurs d'alerte. Il y en a un en particulier dans le film, mais bon, on va élargir un petit peu les débats à tous les lanceurs d'alerte qui sont moins médiatisés que celui qui va vous être présenté. Et donc, c'est Katia Roux du programme qui est chargée de plaidoyer au programme intitulé Liberté d'Amnesty International France qui va intervenir. Donc, on compte d'ailleurs qu'on pose des questions dans le public, vous, et pour nous faire part de vos observations, de vos commentaires éventuellement, de vos idées sur ce sujet. Alors, je remercie au passage donc nos techniciens, d'une part Jean-Pierre Crémou, qui est par ailleurs organisateur avec son association Les Amis du monde diplomatique, qui donc s'occupe de la technique et qui passe le relais de temps en temps, un samedi sur deux, à Audrey Mompo, qui nous a beaucoup aidé effectivement à l'organisation technique de ce festival cette année qui se déroule donc, comme vous l'avez constaté, en ligne. Alors, je remercie également au passage la plateforme intitulée Les Mutins de Pangée, qui nous prête également son concours et avec l'aide de laquelle on a pu faire passer un certain nombre de films. On en est, je crois, à une dizaine déjà. Il y en a 2 encore qui vont passer dans les jours suivants. Alors, à propos du film, donc, je suppose que tout le monde l'a regardé, cet excellent film qui a été oscarisé, du reste, en 2015 comme le meilleur documentaire cette année-là, et qui traite donc des révélations fracassantes du lanceur d'alerte Edward Snowden à propos de la surveillance de masse qui est exercée par le puissant réseau d'information américain que l'on désigne par les lettres NSA. Voilà. Alors, ce thème de surveillance de masse, bien sûr, est largement développé dans le film, mais il serait souhaitable quand même qu'on élargisse le débat à la condition, au statut, aux difficultés que rencontrent les lanceurs d'alerte, à leur protection quand c'est possible, et donc pour parler de ces lanceurs d'alerte, toutes catégories confondues. Voilà, donc on va partir là-dessus et peut-être on peut, comme passerelle pour lancer le débat, commencer par cette question. Que devient Edward Snowden et qu'est-ce qu'on peut penser du devenir qu'il va connaître? Voilà, Katia, c'est à toi. Merci beaucoup Slavko et bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation.
Je suis heureuse de, voilà, de rejoindre cet échange-là. Et je vais bien sûr tenter de répondre à la question sur le devenir d'Edward Snowden et la suite. Simplement pour situer un petit peu l'intervention. Donc, l'idée, effectivement, c'est que je présente un certain nombre d'enjeux et puis ensuite, je pense qu'on ait une discussion, un échange sur les différents points. Donc, effectivement, comme il a été mentionné, le documentaire Citizen4 traite de la question de la surveillance de masse, mais l'angle qu'on va retenir ce soir, a priori, pour cet échange, c'est plutôt celui des lanceurs d'alerte, en partant, bien sûr, du cas d'Edward Snowden, mais précisément de leurs conditions, de leur statut, de leur protection, des risques auxquels ils s'exposent et pouvoir avoir voilà, plusieurs exemples. Je vais essayer de me concentrer dans la première partie sur les cas un peu emblématiques internationaux et en partant bien sûr de la situation de Snowden et en élargissant aussi un petit peu peut-être un autre cas emblématique et puis replacer ça aussi dans un contexte plus actuel puisqu'effectivement cette affaire date d'il y a quelques années maintenant. Et puis j'essaierai peut-être après dans un deuxième temps aussi de pouvoir revenir sur la protection des lanceurs d'alerte en tant que telle, qu'est-ce que ça signifie concrètement et prendre pour le coup, pour exemple, le cadre français qui a une loi qui est assez pionnière en la matière. Et peut-être que voilà, on pourra lancer les échanges par rapport à ça. Donc effectivement, sur le documentaire que j'imagine vous avez tous et toutes vu, il me semblait important de pointer trois éléments. Déjà parce que voilà, derrière effectivement ou avec la révélation, le scandale de la surveillance de masse, le film donne bien sûr à comprendre les enjeux et les risques qu'un système de surveillance globale tel qu'il a été révélé à l'ère du numérique, hors de tout contrôle et de toute légalité, les risques que cela fait peser sur nos libertés, sur nos droits fondamentaux. Et donc ça, c'est très clairement exprimé effectivement dans le documentaire. Deuxièmement, et c'est là où les choses commencent effectivement à être aussi assez complexe pour les lanceurs d'alerte. Il donne à voir, en fait, ce documentaire, finalement, qui est Edward Snowden, ses motivations, le cheminement intellectuel et moral qui l'a amené justement à sacrifier beaucoup de choses, à mettre en péril son confort matériel, sa vie antérieure, précisément pour dénoncer les atteintes aux droits humains qui touchent potentiellement tous les citoyens à travers le monde. Et donc, c'est important de noter ça en préalable, puisqu'en fait, à travers ce documentaire, effectivement, on est loin de l'image du traître, de l'espion que le gouvernement américain et d'autres d'ailleurs souhaitent faire passer. Il apparaît réellement pour ce qu'il est, c'est-à-dire un défenseur des droits humains qui est très conscient des risques qu'il prend, qui les mesure, qui les dose, qui a mûrement réfléchi ses choix et qui est aussi soucieux de protéger à la fois ses proches, sa famille, mais aussi toutes les personnes qui pourraient être mises en cause à travers ces révélations. Donc c'était important de noter ça parce que finalement, il apparaît comme le contraire de cette propagande orchestrée par les acteurs que lui-même met en cause à travers ces révélations. Et puis, le troisième point à souligner peut-être pour lancer effectivement ce débat, eh bien, c'est finalement ce documentaire très clair révèle ce qu'est le travail d'enquête sur les droits humains et le rôle de vigie démocratique que jouent les lanceurs d'alerte, que peuvent jouer les lanceurs d'alerte et les enquêteurs. En l'occurrence, ici, il s'agit de journalistes, mais on le verra tout à l'heure, ça peut être voilà, ça peut être des médecins, ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être des avocats, enfin voilà, c'est tout secteur confondu, si je puis dire. Et donc, il y a véritablement un rôle essentiel, que ce soit en période de crise, conflit, crise sanitaire ou autre, à pouvoir avoir cette vigilance-là, sonner l'alerte et faire passer des informations. Donc, je pense que c'est un peu ce troisième point qu'on va développer ensemble, le rôle des lanceurs d'alerte, les risques auxquels ils s'exposent et la protection qui devrait être mise en place. Mais avant, et pour répondre à la question qui a été posée pour lancer le débat et aussi parce que vous avez
tous vu le film et que voilà, peut-être tout le monde n'est pas au même niveau d'information sur on en est où aujourd'hui, les suites, l'impact de toute cette affaire. Et bien malheureusement, effectivement, on est encore très loin de la fin de la surveillance sur Internet, hein. La NSA continue ses programmes de surveillance. Pour autant, les révélations d'Edward Snowden ont véritablement lancé un débat au niveau mondial, très clairement, qui a permis de faire bouger les choses, voire modifier certaines lois et contribuer donc à l'amélioration de la protection de la vie privée. Très concrètement, aux États-Unis, c'est la première fois qu'en 40 ans, le pays adopte des lois pour limiter, pas mettre fin, mais limiter un petit peu la surveillance exercée par le gouvernement. Et ça, on le doit très clairement aux révélations d'Edward Snowden. Par ailleurs, on note aussi que les entreprises technologiques comme enfin, Apple ou WhatsApp ont été obligées de prendre en compte aussi ces aspects-là et donc de davantage protéger nos informations personnelles. Donc, les choses ont clairement bougé, même si, voilà, en termes de surveillance de masse absolument illégale et d'intrusion dans la vie privée, c'est d'ailleurs tout à fait incompatible, hein. La surveillance de masse est incompatible avec le droit à la vie privée. On est encore loin du compte et c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies du numérique, se posent encore beaucoup de questions voilà, pour garantir ces droits et trouver le bon équilibre. Et maintenant, s'agissant d'Edward Snowden lui-même, eh bien, il est toujours en Russie, hein. Il vient d'obtenir en octobre 2020, il a obtenu le titre de résident permanent en Russie après plusieurs renouvellements de titres de séjour pour des périodes de 2, 3, 4 ans, mais aussi après le refus de se voir accorder l'asile par plusieurs pays, dont la France. Euh, donc voilà un peu ce que je peux en dire déjà de cette situation. On pourra revenir bien sûr un peu plus dans le détail si vous le souhaitez, mais voilà, des révélations qui ont à la fois voilà, secoué le monde et bougé un petit peu les lignes, bien évidemment bouleversé la vie d'Edward Snowden, qui est toujours en Russie, donc depuis 2013, hein, ces révélations. Et puis, tout ce que ce film donne à voir par rapport aux lanceurs d'alerte, à leur rôle absolument essentiel et aux dangers auxquels ils s'exposent. Donc, voilà, comme je le disais en introduction, le cas de Snowden est extrêmement emblématique. Il n'est pas le seul. Je me proposais de présenter de manière aussi très, très rapide un autre cas qui est emblématique et qui montre bien aussi voilà, les risques auxquels on s'expose. C'est le cas de Chelsea Manning. Je ne sais pas si vous êtes voilà, si vous connaissez un peu le cas de cette lanceuse d'alerte qui est une ancienne analyste militaire de l'armée américaine et qui a subi, elle aussi, une persécution absolument inacceptable, intolérable, pour avoir fourni des informations sur de potentiels crimes de guerre par l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Les a fournis, donc ça, on était en 2010 hein, à ce moment-là, à Wikileaks. Et donc, voilà, ça a été publié par Wikileaks, ça fait l'objet aussi d'une onde de choc, on va dire. Et puis voilà, c'était des révélations extrêmement importantes sur bah, les civils tués pendant des frappes américaines et la responsabilité effectivement de hauts responsables américains dans ces pertes civiles. Et donc pourquoi je cite ce cas parce que c'est aussi une des figures de l'alerte au niveau international, à la fois de par l'ampleur des révélations, mais aussi de par l'ampleur de la persécution à son égard qui a suivi, puisque au moment où elle fait ces révélations, donc en juin 2010, elle est donc arrêtée, placée en détention. Elle va y rester 3 ans avant d'être jugée par une cour martiale qui la condamne à 35 ans de prison. 35 ans de prison pour avoir révélé des crimes de guerre potentiels en Irak et en Afghanistan. Alors, ce n'est pas la fin de l'histoire, heureusement, puisque en janvier 2017, l'administration Obama décide de commuer sa peine, rendant par là même possible sa libération anticipée. Et finalement, en mai 2017, elle sort de prison 7 ans quand même après son arrestation. Elle aura passé 7 années en prison.
c'est toujours pas la fin de l'histoire. Voilà, c'est quand même beaucoup de rebondissements et c'est aussi pour montrer que la vie d'un lanceur d'alerte ou d'une lanceuse d'alerte est tout à fait chamboulée après l'alerte puisque ça les poursuit. Ça les poursuit encore aujourd'hui, en tout cas pour Snowden et Chelsea Manning, puisqu'elle, donc en mars 2019, elle va être à nouveau incarcérée pour outrage à la justice, après avoir refusé de témoigner devant le grand jury chargé d'enquêter sur Wikileaks et son fondateur Julian Assange. Donc ça, c'est l'objet d'une autre affaire. Voilà, c'est à lui qu'elle avait transmis, à Wikileaks, qu'elle avait transmis en 2010 ces documents confidentiels. Et donc, du fait de son refus de témoigner dans le cadre du jugement d'Assange, elle a été incarcérée, relâchée et à nouveau incarcérée en mai 2019 parce qu'elle persistait dans son refus de témoigner. Et au final, ce n'est que le 12 mars 2020, donc c'est quand même relativement récent, qu'elle est libérée. Et elle est libérée le lendemain d'une tentative de suicide, après effectivement près d'un an, enfin 301 jours exactement d'incarcération. Voilà, donc je souhaitais aussi mentionner ce cas parce que c'était important de montrer les types de persécutions aussi qui peuvent être donnés suite à l'alerte et qui s'étalent aussi dans le temps et qui fait que les lanceurs d'alerte vivent avec les conséquences de l'alerte quasiment toute leur vie. Et donc, c'est vrai que Snowden et Chelsea Manning font partie des lanceurs d'alerte les plus connus au monde, encore une fois, de par l'ampleur des révélations qu'ils ont faites et aussi de par le choc que ces révélations ont suscité. Mais j'avais envie de mentionner quelque chose peut-être de plus près de nous dans le temps, et on y est encore. C'est ce contexte très particulier de l'année 2020. La pandémie, comme on la vit encore, puisque finalement, on s'en rend peut-être pas très très compte, mais nombreux sont celles et ceux qui ont lancé l'alerte sur la crise sanitaire, certains depuis le tout début, et qui, pour cela, ont été persécutés. Et donc, ça me semblait intéressant simplement de faire un rapide tour d'horizon. Alors, voilà, il a fallu choisir quelques exemples un peu parlants, et j'essaie un peu de respecter un équilibre géographique, mais pour montrer effectivement que ça touche finalement un peu tous les secteurs et tous les pays aussi. Et donc, ce qu'on peut dire déjà en introduction par rapport à ça, c'est que depuis le début de la crise sanitaire, les journalistes, le personnel soignant, les médecins, pharmaciens et autres personnels soignants ou les travailleurs sociaux, depuis le début de la crise sanitaire, ils vont jouer un rôle vital, vital, c'est véritablement le mot, en matière d'information du public. Et en matière d'information concernant précisément les défis que pose le Covid-19. Et donc, leur action à ces lanceurs et lanceuses d'alerte est absolument fondamentale et essentielle pour que les États fournissent des informations accessibles à tous, des informations fiables et qu'ils le fournissent de manière équitable et transparente. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que, on le voit, le rôle des lanceurs d'alerte en période de crise, là, en crise sanitaire, mais ça peut être conflit ou autre, et extrêmement important. Il l'est de tout temps, en toute période, mais là, il y a aussi l'enjeu de pouvoir, voilà, pour les citoyens, les personnes concernées, avoir accès à cette information de manière fiable et transparente. Et donc, ce que je disais, c'est que de très nombreuses personnes de par le monde ont précisément été persécutées par leur gouvernement pour avoir sonné l'alarme ou pour avoir critiqué la gestion de la crise par leur gouvernement. Et donc, assez naturellement et chronologiquement, je voulais commencer par le médecin chinois Li Wenliang, qui, dès décembre 2019, diffusait les premières mises en garde donc sur ce nouveau coronavirus qu'on découvrait tous, alors même qu'il travaillait à l'hôpital central de Wuhan. Et donc, le médecin lanceur d'alerte a immédiatement été réduit au silence et sanctionné par les autorités locales pour, je cite, propagation de rumeurs. Donc là, on est en décembre 2019.
eh bien, Li Wenliang, ce médecin, mourra en février 2020 du Covid-19. Donc, voilà, je trouvais important de rappeler effectivement comment les choses ont été aussi un petit peu lancées. Et pour poursuivre voilà, le tour d'horizon, j'ai choisi de parler de l'Égypte puisque ce qu'on a pu constater, c'est que effectivement les professionnels de santé, là encore, alors des médecins, des pharmaciens, d'autres professionnels de santé, aujourd'hui en Égypte et surtout l'année dernière, mais ça perdure encore aujourd'hui, se retrouvent finalement confrontés à un choix impossible. Soit risquer leur vie en raison du manque d'équipement, des conditions de travail absolument désastreuses, ou alors encourir la prison s'ils osent parler, s'ils osent sonner l'alerte, s'ils osent dénoncer cette situation et critiquer la gestion de la crise par le gouvernement égyptien. Donc, enfin, si on devait résumer en une phrase, et ça on le tient de témoignages, hein, parce qu'on a enquêté sur ce sujet-là, voilà, les personnels soignants en Égypte se disent notre choix c'est mourir ou aller en prison. En gros, ils le vivent un petit peu comme ça. Et donc beaucoup ont choisi de parler et de braver effectivement le risque d'aller en prison. Et donc, on a pu notamment constater que malheureusement, ne serait-ce qu'entre mars et juin 2020, il y avait 8 membres du personnel soignant, donc des médecins et des pharmaciens, ont été arbitrairement arrêtés par les autorités égyptiennes et mis en prison. Certains ont été libérés depuis, d'autres sont encore en prison. Mais ça montre effectivement aussi quelque part la dose de courage qu'il faut pour révéler ces informations. Ce sont pas des coups de tête. Je reviens sur ce que je disais au début par rapport à Edward Snowden. Ce sont des décisions qui sont mûrement réfléchies. Les conséquences peuvent être très très dures pour les personnes qui parlent, qui informent, qui alertent. Et donc, au contraire, ces personnes-là devraient être effectivement soutenues, protégées. On y reviendra après. Mais voilà, je trouvais pertinent de commencer par les soignants, notamment. Mais si on continue un petit peu le tour d'horizon sur fond de pandémie, on pourrait tout à fait aussi mentionner les journalistes. Alors, Euh, Katia, oui, excuse-moi, je sais que tu es intarissable sur le sujet, mais peut-être à ce stade, des personnes auraient des questions. Alors, ah, pardon, oui. on va voir si personne ne se manifeste ou vous avez la possibilité effectivement d'entrer en discussion, soit en coupant la parole, comme moi je viens de le faire, malheureusement, ou Non, non, alors mais oui, oui, tout à en fait. allant sur la petite icône discussion et en écrivant sa question qu'on reprendra à ce moment-là. Alors, pas de candidat ni de candidate à des questions ou à des observations. Alors moi, peut-être. Oui, On attend 30 secondes. Non, personne. Oui, juste pour revenir sur les trois Américains les plus médiatisés comme lanceurs d'alerte et bon, qui ont fait beaucoup de bruit. Et on parle des lanceurs d'alerte aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a très longtemps, il y a bien une dizaine d'années, ils ont commencé à se manifester. On constate qu'ils ont eu des trajectoires, enfin ils ont eu un petit peu la même trajectoire plus exactement, mais ils ont connu des difficultés qui ne sont pas forcément les mêmes. Et alors je m'interroge un petit peu sur entre le pire des cas, c'est celui de effectivement Julien Assange, tu pourras peut-être le commenter tout à l'heure, qui est complètement emprisonné et bon, on a réussi in extremis, les juges ont décidé qu'il restait encore en prison et qu'il n'était pas extradé, qui est donc toujours extradition qui est toujours demandée par les États-Unis. En version moyenne, si je puis dire, nous avons donc Edward Snowden, qui est quand même libre de se déplacer dans un pays, bon, que l'on peut considérer quand même comme otage aux mains de la Russie pour, disons, embêter un petit peu son meilleur ennemi de la Russie, qui sont les États-Unis. Et le cas de Chelsea Manning, qui a été gracié par Obama,
Alors, on s'interroge quand même sur le président américain et même Hillary Clinton, qui ont toujours eu des mots assez durs contre ce type de lanceur d'alerte qui dévoilait des secrets effectivement confidentiels au niveau sécurité et armée. Pourquoi on a gracié Chelsea Manning, qui pourtant est celle qui a provisionné Julian Assange d'innombrables documents qui ont été portés sur la place publique et pas les deux autres. C'est quand même assez curieux qu'il y ait cette différence de traitement, quoi. Alors que les deux autres, s'ils rentrent aux États-Unis, ils vont être condamnés à des peines très, très importantes, quoi. Oui, tout à fait. Bah, peut-être pour rebondir, c'est vrai que j'ai pas développé le cas de Julian Assange précisément. On pourra en parler si vous le souhaitez. Après, c'est vrai que du côté d'Amnesty International, on ne considère pas Julian Assange comme un lanceur d'alerte en tant que tel, puisque ce n'est pas lui qui a eu accès aux informations. Ça fait partie aussi de la définition du lanceur d'alerte, et j'allais y venir après, mais c'est d'être la source même, d'avoir accès, d'être le témoin des violations. Lui, il a été l'éditeur, si je puis dire. C'est Chelsea Manning qui a été dans cette affaire la lanceuse d'alerte, qui a fourni, qui a fait passer les documents, qui a révélé les documents confidentiels. Et Julian Assange, à travers Wikileaks, les a publiés. Donc, il est plutôt considéré effectivement comme l'éditeur et celui qui a rendu publiques les informations de la lanceuse d'alerte Chelsea Manning. Et ce qui est notamment reproché à Julian Assange, et c'est là-dessus que les autorités américaines insistent, et c'est là-dessus qu'elles ont insisté dans le cadre du procès, c'est qu'il n'aurait pas, ce faisant, en publiant les informations, pris soin de s'assurer que certaines personnes ne risquaient pas d'être exposées de manière non nécessaire, et que voilà, il n'aurait pas pris soin il a tout publié sans forcément, on va dire, prendre le soin d'enlever le nom, etc., etc. Chelsea Manning lui a fourni les informations et lui les a publiées. Donc il y a, et ça, c'est les autorités américaines qui parlent en disant ça, le mettent en avant, et l'ont mis en avant dans le cadre de son procès, qui a eu lieu l'année dernière, en février, puis qui s'est rouvert en septembre, au Royaume-Uni, puisqu'effectivement, il y a une demande d'extradition vers les États-Unis, et que le procès qui s'est ouvert l'année dernière ne devait décider que de cette extradition, avec ce fort risque que s'il devait être renvoyé directement vers les États-Unis, il puisse effectivement voir son droit à un procès équitable violé, et puis voilà, le droit à la présomption d'innocence être complètement bafoué. Donc fort heureusement, les autorités britanniques ont rejeté la demande d'extradition, en s'appuyant sur la situation, et notamment la santé de Julian Assange. Pour autant, il est toujours en prison, ce qui est absolument incompréhensible, puisque à partir du moment où la justice britannique rejette, on va dire, la demande d'extradition, il n'y a plus aucune raison de le maintenir en prison, puisqu'il l'avait arrêté du fait de cette demande d'extradition. Donc oui, il y a là aussi un acharnement contre Julian Assange, alors qui lui n'est pas américain, qui est australien, mais il y a un acharnement des autorités américaines qui sont déterminées à le juger et à le condamner pour espionnage. C'est très, très net. Bien, merci pour ce petit développement. Alors, je vois qu'une intervention s'inscrit, c'est celle de Sofiane, bon, qui va nous permettre effectivement de passer à quelque chose que de toute façon, tu avais prévu de développer, qui est la définition du lanceur d'alerte, puisqu'elle nous dit, c'est exactement ça le lanceur d'alerte, c'est celui qui alerte en premier, à vrai dire, celui qui met l'information en avant. Voilà, est-ce que Oui, tu peux commenter tout ça? oui, oui, non, j'entends bien le commentaire. Je faisais simplement la distinction, tout à fait. Le lanceur d'alerte, c'est celui qui va signaler et révéler. Je faisais juste la distinction entre Chelsea Manning et Julian Assange par rapport au fait que Amnesty appelait à ce qu'il soit, lui, protégé par le droit à la liberté d'expression, que lui n'a fait que son travail de journaliste et d'éditeur. Ce n'est pas lui qui a révélé, enfin qui a comment dire, passé les documents,
qui a été témoin directement des violations dans le cadre de son travail. On va le voir dans la définition des lanceurs d'alerte, on a plusieurs cadeaux, y compris le fait d'être donc témoin de violations de droits humains dans le cadre de son travail, ce qui a été le cas pour Chelsea Manning, qui a donc transmis ces informations à Julian Assange. Donc, si effectivement je reviens un petit peu sur le profil du lanceur d'alerte, je vais peut-être aller plus vite. Effectivement, j'allais parler un peu des journalistes, mais c'est juste que je pensais faire d'abord la présentation et qu'après il y ait le débat, mais effectivement, s'il y a plein de questions entre-temps, c'est encore mieux, donc il ne faut pas hésiter. Donc oui, sur la question de la définition et du rôle des lanceurs d'alerte. Simplement, avant de rentrer effectivement dans quelque chose d'assez cadré réglementairement parlant, ce qu'on met en avant généralement quand on parle des lanceurs d'alerte, c'est effectivement le fait qu'ils contribuent à une meilleure information des citoyens, qu'ils permettent de prévenir des scandales ou des tragédies, de préserver par exemple des vies humaines, et qu'ils contribuent de manière plus générale au bon fonctionnement démocratique. Et souvent, sont le dernier recours, en fait, lorsque précisément les contrôles sont défaillants, lorsque précisément les États sont défaillants ou se rendent coupables de ces exactions. Et c'est pour ça qu'ils deviennent les cibles d'intimidation, de menaces, de représailles, avec les exemples qu'on a pu donner. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que c'est à l'opposé de la présentation qui en est faite précisément par celles et ceux qui les attaquent, qui vont les présenter comme des espions, des taupes, alarmistes, dénonciateurs, traîtres, etc. Donc maintenant, je reviens effectivement au lanceur d'alerte. Alors, il y a eu plusieurs définitions du lanceur d'alerte. La première, c'était au niveau du Conseil de l'Europe, à savoir toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l'intérêt général dans le contexte de sa relation de travail, qu'elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Donc ça, c'était en 2014, le Conseil de l'Europe. Et puis l'ONU parle d'une personne qui dévoile des informations qu'elle a, une personne qui dévoile des informations et qui a des motifs raisonnables de croire véridiques, des informations véridiques au moment où elle procède à leur divulgation et qui portent donc sur des faits dont elle juge qu'ils constituent une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Et en fait, et c'était aussi un peu là où je voulais en venir quand je disais on va revenir ensuite. Il y a une main qui se lève, je vois en même temps. Oui, mais bon, Jean-Pierre. oui, c'est Jean-Pierre. On va lui donner la parole, mais tu peux terminer sur la définition. Oui, du coup, je voulais après resserrer sur la définition qu'on a, nous, maintenant, dans le droit français, puisqu'en fait, il y a eu une loi dite la loi Sapin 2 qui a été adoptée donc en décembre 2016 et qui en gros dit qu'un lanceur d'alerte, c'est une personne physique, donc ça peut être un citoyen, un agent public ou salarié, qui signale ou révèle une grave atteinte à l'intérêt général, pour faire très très court. Et donc cette personne, elle a finalement deux possibilités pour donner l'alerte. Soit c'est une alerte qui va être effectuée dans le cadre du travail, et donc là, la protection du salarié va être garantie, qui est garantie par la loi Sapin 2, dépend du respect d'une procédure, on pourrait y revenir après, par palier, qui peut être un peu contraignante aussi. Soit, et c'est une avancée de la loi Sapin 2, l'alerte peut être donnée hors cas du travail. Et donc là, il n'y a pas de procédure particulière de signalement. Toutefois, pour être protégé, le citoyen doit agir de manière responsable. Et c'est pour ça que je disais, alors je reviendrai peut-être plus tard sur justement la Oui, protection. je pense qu'effectivement, l'aspect juridique, on va l'aborder dans une autre question. On va Ouais, donner la parole à Jean-Pierre qui tout à fait. t'avait interrompu. C'est à toi, Jean-Pierre. Oui, mais moi je voulais parler justement de cas qui sont plus proches de nous, en fait, de lanceurs d'alerte. Il y a eu l'affaire dont on a parlé en France il n'y a pas si longtemps que ça, je n'ai plus l'année exactement, mais c'est l'affaire de Karim Ben Ali, là, ce chauffeur routier qui travaillait pour ArcelorMittal, visiblement il n'avait pas la hauteur de vue de quelqu'un comme Snowden, quand on voit
la quantité de précautions qu'il a pris pour se protéger, ne serait-ce que de partir à Hong Kong, de convoquer la presse. On se demande même jusqu'à quel point il n'y a pas presque de la parano dans ses attitudes au début du film au moins. Mais en fait, on comprend très bien ce dont il cherche à se protéger. Mais je reviens sur le cas de Karim Ben Ali qui, lui, donc naïvement, presque je dirais, a filmé ce que ArcelorMittal lui faisait vider de l'acide pratiquement dans des décharges publiques ou dans le terrain, je ne sais pas exactement qu'il en était. Il a mis ça sur la place publique et puis il s'est fait descendre. C'est quelqu'un qui a perdu son travail, qui a tout perdu à cette bagarre-là, parce qu'on ne s'attaque pas impunément comme ça à ArcelorMittal. Alors, voilà, donc ça demande aussi pour des lanceurs d'alerte d'être protégés très largement par des institutions ou des organisations compétentes. On pourrait parler aussi, peut-être intéressant d'en parler aussi, de tous les décrocheurs de portraits de Macron qui, sur une action symbolique justement qui vise à mettre en avant la passivité du gouvernement face au changement climatique, se retrouvent les uns après les autres en procès avec des amendes plus ou moins importantes, alors qu'il s'agit d'une action justement d'alerte, typiquement d'alerte. Voilà. Alors, juste avant de donner la parole à Katia pour répondre là-dessus, et justement, on pourra revenir d'ailleurs sur l'aspect protection et sur l'aspect juridique, effectivement, pour répondre au moins partiellement à cette question. Il y a un téléphone qui sonne, je ne sais pas si c'est chez Jean-Pierre ou chez quelqu'un, donc on l'entend en fin de conversation. Donc, la personne qui fait sonner ou qui a un téléphone qui sonne à côté d'elle est priée, bien sûr, de l'éteindre, d'y remédier. Voilà, donc c'est à toi, Katia. Oui, alors, bon, sur les cas, malheureusement, c'est un peu dommage parce qu'on avait prévu effectivement l'intervention d'une personne aussi de la maison des lanceurs d'alerte qui va suivre des cas effectivement peut-être plus proches de nous et au niveau français. Donc moi, ce ne sont pas forcément des cas que je suis, mais en réalité, effectivement, je suis d'accord. Je pense que tout est lié au système de protection et à voir comment accompagner les défenseurs, les défenseurs des droits humains, mais les lanceurs d'alerte et quels mécanismes de protection. Et pour aussi répondre à la question de Julien que je vois dans le chat sur les pays qui ont les législations les plus protectrices. Est-ce que cela a un effet sur la quantité de situations dénoncées? Oui, en réalité, et c'est ce que je disais un peu en introduction, c'est pour ça que je prenais l'exemple de la loi Sapin, c'est que la France est perçue comme étant relativement pionnière en la matière de protection des lanceurs d'alerte, même si la loi Sapin 2 est largement perfectible. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des inégalités terribles entre pays, et c'est même aussi ce que la directive européenne qui a été adoptée en octobre 2019 au niveau de l'Union européenne vise à changer. C'est-à-dire qu'une une directive pour mieux protéger les lanceurs d'alerte a été adoptée. Les États de l'Union européenne ont donc 2 ans, c'est la procédure pour retranscrire cette directive dans leurs droits nationaux. Et donc, de ce fait, l'idée, c'est évidemment d'avoir une transcription à maxima, c'est-à-dire de prendre les éléments les plus protecteurs de la directive et de garder ce qui était le plus protecteur dans le droit national. Si je reprends un petit peu les éléments de la loi Sapin 2 et des apports qu'on peut avoir et pourquoi on dit que c'est une loi qui est assez protectrice, eh bien déjà parce qu'elle donne une définition large du lanceur d'alerte qui n'est plus limitée au cadre du travail et qui permet donc de sortir aussi de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Chelsea Manning et Julian Assange, par exemple, et qui du coup voilà, inclut le signalement et la révélation d'une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, donc c'est quand même assez large, à l'exception des secrets de la défense nationale, médicale ou des relations avocat-client. Donc ces secrets-là restent protégés et divulguer ces secrets-là ne rentre pas dans le régime de protection du lanceur d'alerte. Pour les autres secrets, secrets professionnels par exemple, la loi prévoit une irresponsabilité pénale pour les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, hormis ces 3 secrets, poursuivre les lanceurs d'alerte pour avoir partagé des informations.
Ensuite, la loi garantit une stricte confidentialité des lanceurs d'alerte. Donc ça, c'est un point positif, mais qui serait encore une fois à améliorer. Il y a cette procédure de signalement à 3 paliers. Là, je vais y revenir. Elle comporte aussi un risque. La loi prévoit de pouvoir, enfin, qu'il y ait une autorité indépendante. En ce qui nous concerne ici, ce sera le défenseur des droits qui va être chargé d'orienter les lanceurs d'alerte, de veiller à leurs droits et libertés. Donc, qui va pouvoir être saisi par les lanceurs d'alerte. Et puis, bien sûr, la loi prévoit une protection contre toutes les représailles et ce qu'on appelle la nullité des représailles, c'est-à-dire elles ne sont pas validées, avec par exemple, s'il s'agit d'un licenciement, eh bien, la réintégration de la personne, enfin, en cas de voilà, révocation, licenciement ou réintégration de l'argent public ou autre. Donc, la loi Sapin 2 prévoit ça, ce qui est plutôt positif, et elle prévoit également des sanctions civiles et pénales qui sont prévues pour donc la divulgation des identités ou des faits révélés pour obstacle de quelque façon que ce soit au signalement. Donc ça, c'est plutôt des avancées assez positives. Après, comme je le disais, il y a des grandes marges d'amélioration et c'est ce qu'on espère voir d'ici la fin de l'année, puisque la France a encore jusqu'à la fin d'année pour transcrire la directive européenne dans le droit français. Et donc, la directive européenne comporte des avancées, notamment en renforçant la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte, mais aussi en supprimant le premier palier. Je m'explique simplement là-dessus, c'est qu'effectivement, quand en France, un lanceur d'alerte, dans le cadre de son travail, souhaite lancer l'alerte, il doit respecter 3 temps. Il doit d'abord prévenir son responsable hiérarchique ou la hiérarchie. Et s'il n'y a pas de réponse satisfaisante ou en temps finalement suffisamment court, adapté, il peut aller au deuxième palier qui va être d'aller voir d'autres autorités compétentes. Ça peut être défenseur des droits, ça peut être les ordres de certains métiers. Et puis là encore, s'il n'y a pas de suite donnée, si l'alerte n'a pas servi à réparer donc la situation de violation de droits humains, et bien à ce moment-là, il y a le troisième palier qui est de rendre la chose publique. C'est compliqué dans le cadre du travail. Ce premier palier, qui est un palier hiérarchique, peut être extrêmement compliqué parce que finalement, on va exposer beaucoup le ou la lanceuse d'alerte à des représailles, y compris au sein, même si la loi prévoit qu'il n'y ait pas de représailles, c'est pas garanti effectivement que la personne ne se retrouve pas dans une situation inconfortable, fasse l'objet de harcèlement ou autre. Donc la directive, elle, prévoit de supprimer ce premier palier, ce qu'on considère être une avancée en réalité en matière de protection. Donc voilà, et ensuite, on pourrait aussi imaginer que pour aller plus loin dans cette protection, au moment de la transcription, et donc là, il y a quand même une opportunité d'ici la fin de l'année, on pourrait imaginer donc élargir, et c'est ce que demandent beaucoup d'organisations en France, élargir le régime de protection aux personnes morales. Puisque pour le moment, ce ne sont que, comme je le disais tout à l'heure, des personnes physiques qui sont concernés par le régime de protection des lanceurs d'alerte, donc ils vont être protégés. Mais on pourrait tout à fait envisager d'élargir ça aux personnes morales, donc aux associations, aux organisations qui pourraient prendre le relais et exposeraient de manière moindre les personnes à des représailles. Et de la même manière, on pourrait aussi permettre aux lanceurs d'alerte, par exemple, de nationalité étrangère, d'accéder au droit d'asile. Ça fait partie des améliorations qui pourraient être incluses dans la loi française, précisément à l'occasion de la transcription de la directive européenne. Alors oui, effectivement, quelques avancées. Alors avant de répondre à une autre question qui est intéressante de la part de Jean-Pierre, simplement, on s'aperçoit que dans la pratique, cette histoire d'alerter sa hiérarchie, c'est parfois se jeter dans la gueule du loup, comme le disait Jean-Philippe Fouègle, qui est de la maison des lanceurs d'alerte, un article que j'ai retrouvé d'ailleurs dans la chronique, le magazine d'Amnesty International. Donc ça, c'est une première difficulté.
Et deux exemples d'ailleurs à ce sujet. D'une part, toujours effectivement tiré d'un dossier du magazine d'Amnesty International, Céline Boussier, qui, pas loin d'ici d'ailleurs, dans le Gers, travaillait à l'Institut médico-éducatif, donc un établissement qui recevait des personnes handicapées, qui a dénoncé les pratiques, la maltraitance qu'elle observait sur place, qui a été licenciée, qui a été traînée dans la boue, et il a fallu 3-4 ans de bagarre au tribunal pour que finalement elle soit relaxée. Mais elle avait été licenciée et elle avait été attaquée en diffamation par sa direction. Donc l'affaire s'est renversée, mais il a fallu une constance et un parcours d'obstacles extraordinaire de la part de cette personne pour y aboutir. Et le deuxième cas, c'est celui d'Antoine Deltour, donc, qui a révélé les fameux LuxLeaks avec l'opacité et le fait que l'État du Luxembourg permettait un certain nombre de fuites fiscales de la part des personnes et des entreprises effectivement qui faisaient partir leur argent vers cette direction, qui lui a dû aller jusqu'en cassation pour obtenir satisfaction. Et il a réussi, mais vous imaginez un petit peu le parcours. Donc malgré ces lois de protection, qui peut-être n'existaient pas, en tout cas au début, c'est pas évident. Voilà, donc ça c'était juste pour indiquer les limites de l'aspect juridique qui est difficile à mettre en place. Alors on va passer à la question, excusez-moi, qui pourra peut-être faire des commentaires, mais à la question de Jean-Pierre, ne peut-il y avoir contradiction avec les lois sur la protection des affaires? Parce qu'effectivement, d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été avancé, je crois, par des élus de droite qui s'opposaient un petit peu aux avancées de loi qui allaient dans l'autre sens de protection des lanceurs d'alerte et qui disaient, mais attention, on attaque, on entre dans des choses qui n'ont pas à être révélées sur la place publique, etc., etc. Alors, bon, moi je suis pas du coup spécialiste forcément de cette question, mais je reviens en fait à la définition même du lanceur d'alerte. On est sur des enjeux de menaces graves à l'intérêt général. Et donc, en fait, c'est précisément, et l'enjeu, c'était d'avoir ces définitions larges, justement pour que ça puisse aussi primer l'argument qui était sorti, effectivement, on l'entend, mais c'était aussi un argument pour protéger aussi un certain nombre de pratiques quelque part. Donc effectivement, les lanceurs d'alerte vont dénoncer aussi tout un tas d'abus, mettre à jour des secrets. En dehors des 3 secrets qui sont concernés, et la loi, comme je disais tout à l'heure, ne prévoit pas de protection, de possibilité de dévoiler le secret dans ces cas-là. Pour tous les autres, le secret professionnel peut être levé quand il s'agit d'une menace grave à l'intérêt général. Et donc, c'est ça qui doit primer. Et donc, il est heureux que cet intérêt-là prime effectivement sur le reste. Parce que sinon, effectivement, voilà, on se retrouve non seulement dans une situation où on n'est pas en capacité de défendre les droits, mais on se retrouve dans une situation où on n'est même pas en capacité de connaître les violations des droits humains. Donc, effectivement, il peut sembler là qu'il y ait une contradiction, mais précisément la définition large de la loi en termes de qui sont les lanceurs d'alerte et dans quel cas, effectivement, cette protection peut s'appliquer, vise précisément à contourner ce problème. Je vois qu'il y a Sofiane qui levait la main. Alors, Sofiane a la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, j'ai entendu Katia dire avant, tout à l'heure, que Amnesty n'a pas pris Julian Assange en tant que lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte. Voilà. Mais si nous allons voir le côté d'Amérique, le porte-parole a lancé et disait aux journalistes, Julian Assange n'est pas un journaliste, c'est un anarchiste qui ne mérite pas de la protection. Pardon, qui disait ça? Je n'ai pas entendu.
Normalement, c'est un porte-parole ou quelque chose du département D'accord. voilà, c'est quelque chose du genre. Je Oui, me souviens pas exactement, mais l'essentiel, c'est en disant le porte-parole, c'est-à-dire c'est l'Amérique, c'est-à-dire c'est oui, oui. voilà, vous me comprenez. Et donc, comment Amnesty ne prend Mm. pas Julian Assange dans ce cadre de, de lanceur d'alerte, puisque même l'Amérique le prend comme un anarchiste. Et pour revenir, à mon sens, la position de l'Amérique vis-à-vis de Julian Assange n'est pas pour rien. Et, et voilà l'enjeu. Ce n'est pas parce que c'est un journaliste, on ne le prend pas pour un journaliste, mais au contraire parce que il se positionne en tant qu'anarchiste. Et si on revient un petit peu à l'histoire de Julian Assange, on disait qu'elle était dans la démarche libertaire. C'est pour ça que l'Amérique se positionne ainsi. Mm. Et ma question consiste à dire pourquoi Amnesty ne l'a pas pris comme lanceur d'alerte puisque Oui, l'Amérique le prend ainsi. Merci. oui. Non, je comprends tout à fait la question et je tiens tout de suite à clarifier, hein. Amnesty se positionne de manière explicite, sans équivoque, en faveur de la libération de Julian Assange, le considère comme c'est un journaliste, l'éditeur, le fondateur de Wikileaks, et à ce titre doit être protégé par la liberté d'expression, qui est une garantie, on va dire, presque beaucoup plus large que le statut même de lanceur d'alerte, puisque la protection des lanceurs d'alerte, on a vu, c'est très conditionné dans certains cas, etc. Et tout. Le fait de dire que là, il s'agit de la liberté d'expression, Julian Assange n'a fait qu'utiliser le droit à la liberté d'expression, à la liberté des médias, d'informer, et en ce sens, il n'aurait jamais dû être inquiété, il n'aurait jamais dû être arrêté, et il devrait être libéré, puisque aujourd'hui, même la justice britannique finalement reconnaît a rejeté la demande d'extradition. Donc aujourd'hui, la position d'Amnesty, je tiens à la clarifier, c'est que Julian Assange fait l'objet d'un acharnement du côté des autorités américaines, précisément parce qu'il a diffusé, en raison de la diffusion des informations qui ont été données par Chelsea Manning, et que c'est uniquement pour ça qu'il est poursuivi. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on considère que la persécution judiciaire à l'encontre de Julian Assange est motivée par des considérations politiques. Et c'est ce qu'on a toujours dit, l'acharnement qui vise Julian Assange, il est aussi politique, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas juridiquement de matière à le maintenir arbitrairement emprisonné. Donc ça c'est la position d'Amnesty. Sur le fait qu'effectivement, nous, on se positionnait par rapport à la définition des lanceurs d'alerte, c'est pas du tout pour restreindre son droit à la liberté d'expression ou pour dire qu'il n'aurait pas dû faire ça ou qu'il ne devrait pas bénéficier de cette protection. C'est simplement une qualification juridique dans la mesure où les informations sont venues effectivement par Chelsea Manning dans le cadre de son travail à elle. Lui les a divulgués et on ne remet pas du tout ça en cause. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite incompréhension sur le positionnement d'Amnesty et on a lancé une pétition pour demander l'abandon des charges. On alerte depuis longtemps maintenant sur le fait que s'il devait être extradé, s'il retournait vers les États-Unis, il est très très clair qu'il n'aurait pas droit à un procès équitable, précisément parce qu'effectivement des hauts représentants au gouvernement américain l'ont presque déjà condamné, on va dire, dans les médias à travers effectivement des déclarations où limite, voilà, il mériterait la peine de mort, la perpétuité, etc. Donc la crainte, et ça c'était ce qu'on essayait aussi d'éviter à tout prix, c'est voilà, qu'il puisse être extradé vers les États-Unis, parce que là, effectivement, il n'aurait jamais eu droit à un procès équitable et la présomption d'innocence avait de fortes risques qu'elle soit pas mise en œuvre. Donc c'est ça le message, si je puis dire. Il est poursuivi et l'acharnement contre lui vient du fait que les autorités américaines sont déterminées à le poursuivre pour espionnage.
qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que son procès est clairement un procès motivé par des considérations politiques, qu'avec lui, sur le banc des accusés, c'est la liberté des médias, la liberté d'expression qui est véritablement en jeu, et que effectivement condamné s'il avait été extradé, clairement, ça créerait un précédent terrible pour la liberté d'expression, la liberté des médias et la liberté d'informer. Voilà, je voulais juste redire que ça, c'était vraiment la position d'Amnesty. Et ça a été dit effectivement assez clairement. Merci. Je ne sais pas si tu vois s'afficher la dernière question de C'est Julien. l'État qui décide que des révélations sont couvertes par la défense nationale. Si c'est l'État qui décide que des révélations sont couvertes par le secret de la défense nationale, par exemple pour couvrir des déclarations embarrassantes, qui peut protéger le lanceur d'alerte? Et dans ce cas, est-ce qu'on ne se retrouve pas dans la même situation que Chelsea Manning? Effectivement, bah c'est tout à fait vrai, et ça fait partie aussi des pistes d'amélioration, c'est-à-dire qu'effectivement, ces 3 secrets qui sont protégés limitent clairement la protection des lanceurs d'alerte, et donc limitent aussi l'alerte en elle-même, puisque ça a forcément un effet extrêmement dissuasif quand on voit toute la répression que les personnes qui ont fait ça subissent aujourd'hui. Donc ça fait partie aussi des débats actuels sur quel type dans quel cas peut s'appliquer ou pas la protection liée aux lanceurs d'alerte. À Amnesty, on a un peu réglé cette question avec un positionnement qui est plutôt basé sur, on analyse le contexte, la démarche. Est-ce qu'effectivement la personne, au moment où elle lance l'alerte, elle a des raisons raisonnables de penser que les informations qu'elle dispose sont vraies, qu'il y a un risque imminent, que effectivement on touche à l'intérêt général, etc. Et on ne conditionne pas ça aux différents secrets, défense ou autres. Mais pour le coup, effectivement, dans la loi aujourd'hui, c'est comme ça. D'autres questions? Alors j'y vais. Qu'est-ce qu'on peut faire comme différence entre une simple délation et le lancement d'une alerte, avec ce cas intermédiaire également qui est celui du ministère, l'équivalent du ministère de l'économie aux États-Unis, qui dépense sans compter des millions de dollars aux personnes qui dénoncent les personnes qui violent le fisc. Oui. Alors, c'est pareil, ça nécessite à chaque fois une instruction au cas par cas. C'est vraiment dommage que la maison des lanceurs d'alerte ne soit pas là, puisque c'est eux qui font ce travail-là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la notion de désintéressement, c'est-à-dire que ça ne soit pas fait dans un but effectivement soit gagner de l'argent ou autre. C'est aussi un des points qu'on met en avant effectivement quand on dit que le lanceur d'alerte n'agit pas de façon intéressée. Ça fait partie des critères. Quand il y a une situation, il y a forcément une instruction des conditions. Et là, il va falloir enquêter. C'est pour ça aussi que ça prend du temps, que si le défenseur des droits est saisi, si la maison des lanceurs d'alerte est saisie, va se mettre en œuvre toute une instruction du cas pour effectivement vérifier les informations, les recouper, voir est-ce que la personne a agi en pensant avoir des motifs raisonnables de penser qu'il y aurait effectivement une atteinte à l'intérêt général. À chaque fois, ce sont chaque élément de la définition qui vont être convoqués et qui vont être, on va dire, instruits pour voir si effectivement ça répond ou pas. Si les critères sont remplis, dans ce cas-là, on considère que cette personne, effectivement, peut bénéficier du statut lanceur d'alerte et doit bénéficier de cette protection. Donc, à chaque fois, ça nécessite effectivement de pouvoir enquêter. Ça peut prendre du temps. Alors, c'est aussi là où c'est compliqué, parce qu'il faut aussi mesurer le degré de priorité et d'immédiateté aussi du danger, par exemple, ou de l'atteinte grave à l'intérêt général qui est concerné. Et donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais il y a forcément une instruction. Donc
bon, je reviens un peu à la France, mais parce qu'on a on a ce système de paliers. Il doit y avoir normalement une réponse qui est apportée, étudiée, une réponse éclairée. Et puis, effectivement, s'il n'y a pas, c'est là qu'on va à l'étape d'après, défenseurs des droits ou autres, qui vont à nouveau enquêter, instruire le dossier, et puis ensuite, ça pourrait être publié. Donc, c'est important qu'il y ait des canaux de signalement qui puissent fonctionner par étapes. Ce qui est juste regrettable, c'est qu'effectivement, il ne faut pas que ces canaux-là mettent en danger encore plus le lanceur d'alerte ou la lanceuse d'alerte. Merci. D'autres questions? Il n'y en a pas. Bon, peut-être que tu peux maintenant nous parler de la maison des lanceurs d'alerte, un petit peu, ce qui s'y fait, qui y va, comment ça marche. Oui, peut-être je peux simplement, la maison de lanceurs d'alerte a été créée il y a un peu plus de 2 ans maintenant, est composée d'un collectif d'associations. Je crois qu'il y a 17 organisations du type Transparency International, et d'autres, qui travaillent de près ou de loin sur, justement, l'alerte. Alors, malheureusement, je crois que leur site internet est un peu, et aujourd'hui a eu un petit souci, donc on peut pas forcément voir effectivement quelle est leur mission, mais ils ont un rôle d'accompagnement des lanceurs d'alerte. Donc, je le sais qu'ils sont de plus en plus sollicités par des personnes qui voilà, se retrouvent dans des situations compliquées parce qu'elles ont lancé l'alerte, qui se retrouvent, par exemple, sujets à des représailles, du harcèlement, licenciement ou autre dans le cadre dans leur travail, et qui ne connaissent pas ni leurs droits, leurs recours, vers qui il faut se tourner. Et donc, la maison des lanceurs d'alerte accompagne de manière très étroite ces personnes-là pour répondre à leurs questions, pour les aider effectivement à construire leur dossier. Peut aussi, enfin voilà, il y a des juristes, il y a des avocats, donc ça très très clairement les les guider sur ces questions-là. Malheureusement, et c'est aussi un signe, ils sont de plus en plus sollicités, donc ça montre aussi qu'il y a un réel besoin. Et puis, ils font aussi en parallèle, alors c'est quelque chose qu'ils essayent de mettre en place, c'est de la formation, de pouvoir aussi proposer des modules de formation justement aux personnes qui voudraient voilà, être un peu mieux formées au mécanisme de l'alerte. Et bien sûr, tout ça se fait en tout cas, la première partie sur l'accompagnement des lanceurs d'alerte se fait en toute confidentialité, que ce soit voilà, le partage des informations qui se fait via toujours des messageries cryptées ou autres. Et puis, l'instruction à chaque fois des cas se fait en préservant bien sûr la confidentialité. Donc ensuite, il y a le volet formation. Et puis, ils ont aussi développé depuis quelque temps un travail de plaidoyer, précisément parce que voilà, il y a des améliorations. On en a pointé quelques-unes dans le système, on va dire, législatif français et le régime de protection, même si effectivement, c'est déjà pas mal que ça existe. C'est pas le cas partout. Mais en vue donc de cette échéance déjà de décembre de cette année, avec la transcription de la directive européenne dans le droit français, il y a là aussi un enjeu à saisir en fait, à augmenter en fait la protection des lanceurs d'alerte. Et tout l'enjeu, ce que je disais tout à l'heure, c'est de garder les acquis de la loi Sapin 2 et de pouvoir y ajouter des avancées de la directive européenne. Pour voilà, précisément, je sais que ça fait partie de la demande des lanceurs d'alerte, par exemple, que de supprimer ce premier palier qui expose beaucoup les lanceurs d'alerte dans le cadre du travail à leur hiérarchie. Je sais que voilà, l'élargissement du régime de protection à une personne morale fait aussi partie des demandes poussées par la Maison des lanceurs d'alerte, de même que le fait d'accorder l'asile à des lanceurs d'alerte de nationalité étrangère. Voilà, tout ça fait partie effectivement de demandes un peu phares, on va dire, qui sont portées par la Maison des lanceurs d'alerte dans un travail donc, de plaidoyer en direction des autorités françaises qui est en train d'être menée. Mais je dirais que voilà, la naissance, on va dire, de ce collectif est vraiment partie d'un besoin d'accompagner les lanceurs d'alerte dans leur alerte, en
fait, dans le fait de lancer l'alerte, parce qu'effectivement, le droit est un peu complexe. On l'a vu, ça peut se contredire, ça peut, voilà, ça peut s'interpréter, ça dure longtemps, c'est pesant pour les personnes, et puis c'est aussi voilà, source de stress. Ça dure, voilà, on garde ça avec soi quand même un long moment. Donc effectivement, c'est une association, un collectif d'associations qui, voilà, dont la mission est de plus en plus pertinente et qui est de plus en plus sollicitée. Et je regrette qu'on n'ait pas eu quelqu'un de la Maison des lanceurs d'alerte avec nous, puisque c'est beaucoup plus leur cœur de métier. Mais en tout cas, ça montre aussi que, voilà, il y a aussi une prise de conscience aujourd'hui du rôle essentiel des lanceurs d'alerte. Je parlais de vigie démocratique au tout début. Je pense que véritablement, IDL contribue voilà, au bon fonctionnement de nos sociétés, et à s'assurer effectivement que bah, les abus ou les violations puissent être traités, et que, voilà, que ce ne soit pas l'opacité et l'impunité qui règnent. Donc, je vous invite, si ces questions vous intéressent, et quand il sera réparé, à aller visiter leur site internet, qui est extrêmement complet, avec voilà, les différents textes de loi qui existent, et des actualités assez claires. Et là, pour le coup, c'est plutôt effectivement centré sur la France, et les dernières victoires, ou les derniers combats en cours, à partir du moment où ils sont publics. Voilà. Merci. D'autres questions, peut-être? Est-ce que le rôle de lanceur d'alerte devrait être intégré au cursus éducatif? C'est une très, très bonne question. Je pense que là, on touche aussi du doigt la question de l'éducation aux droits humains aussi, de pouvoir effectivement être sensibilisé à ces questions dès le plus jeune âge. Alors là, j'élargis un peu, parce que voilà, c'est plutôt la question de la défense des droits humains, la question des défenseurs des droits humains. Mais effectivement, je pense que c'est important d'en parler, de pouvoir expliquer, parce que je pense qu'il y a, c'est pas forcément très clair. On a effectivement, quand on parle lanceur d'alerte, on a quelques images enfin voilà, des grands noms qui arrivent, mais il y a des milliers et des milliers de lanceurs d'alerte, voilà, dans la vie aussi de tous les jours. Et oui, c'est important, je pense. Enfin, ça, c'est un point de vue plutôt personnel, mais le rôle de lanceur d'alerte, effectivement, c'est pas, ça nous concerne toutes et tous, en réalité, de pouvoir participer à la vie démocratique, de s'assurer que, voilà, il y ait des valeurs qui, voilà, l'intérêt général qui va dépasser tel ou tel intérêt spécifique, privé ou autre. Donc, c'est une bonne question. Pour le moment, c'est pas une demande particulière, je crois, qui est portée par les différents groupes mobilisés sur la question. En revanche, la question de l'éducation aux droits humains, qui, elle, se pose à tous les âges, hein, en réalité, elle est effectivement fondamentale pour à la fois connaître nos droits, mais aussi voilà, pour pouvoir les défendre. Et la question de la défense des droits humains, on l'a vu aujourd'hui, depuis quelques années, on mène précisément une campagne pour défendre les défenseurs, parce qu'en fait, aujourd'hui, on en est là aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi une telle attaque sur les droits humains en tant que tels, que les personnes voilà, qui prennent la parole, qui s'expriment, qui défendent les droits humains, sont aujourd'hui, et depuis quelques années, pleinement dans le viseur des autorités. Et ces personnes-là ont besoin d'être soutenues et reconnues dans leur rôle. Et ça, c'est important, la reconnaissance dans son rôle légitime, parce que ça protège aussi, au final. Ça protège aussi. Merci. Alors, tu as évoqué des catégories de lanceurs d'alerte qui ne sont pas celles qu'on a vues au tout début, les trois anglo-saxons notamment. Je lis cette information qui est donnée par l'ONG Global Witness,
et qui parle des meurtres de lanceurs d'alerte écolo en 2019. Il y en a eu plus de 200. C'est assez extraordinaire. On peut parler peut-être du cas aussi de Marielle Franco, non? Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors là, effectivement, donc bon après c'est une question de terminologie, mais c'est vrai que voilà, oui, les défenseurs des droits de l'environnement liés à la terre et au peuple, aux droits des peuples indigènes aussi, ça fait partie des sujets extrêmement importants. On le sait en fait dans les types d'attaques que subissent les défenseurs des droits humains, il va y avoir là encore tout un panel, on va dire, de méthodes. Ça va des attaques physiques, effectivement, agressions, disparitions, assassinats, jusqu'à la persécution judiciaire, en passant par les campagnes de stigmatisation, de diffamation. Mais oui, il se trouve qu'en Amérique du Sud et en Amérique latine, les défenseurs des droits liés à l'environnement sont particulièrement ciblés. D'ailleurs, les trois quarts en fait des assassinats, on va dire, de défenseurs sont liés à ces enjeux-là et pardon, les 2 tiers de ces assassinats sont liés à ces enjeux-là et les 3 quarts se situent en Amérique latine. Donc, il y a vraiment aussi une concentration d'attaques physiques qu'on a pu effectivement documenter. Oui, là, il y avait la mention de Marielle Franco. Alors, elle était aussi sur d'autres sujets. Elle travaillait sur la corruption, les droits des personnes LGBT, les violences aussi policières, mais elle a été effectivement assassinée avec la personne qui était dans la voiture avec elle. Et donc ça fait aussi partie des attaques, alors malheureusement trop nombreuses, mais pour le coup qui peuvent être évitées. Et c'est ça aussi ce qu'on dit, c'est que ce sont des attaques mortelles, mais qui sont évitables parce qu'en réalité, il y a toute une série d'alertes avant, justement. Avant d'en arriver à ce que, voilà, avant d'arriver à l'attaque, on va dire, un peu ultime, il y a eu des menaces, il y a eu des pressions, il y a eu du harcèlement sur ces personnes, parfois des disparitions forcées, les personnes réapparaissent quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après. Ça n'arrive pas comme ça, du jour au lendemain. Il y a eu des pressions et des menaces. Et donc, quand ces alertes-là ne sont pas prises au sérieux, effectivement, on peut arriver à des situations extrêmement tragiques où, voilà, où on arrive à ce qui ne peut plus être évité. Et en tout cas, on ne peut plus revenir en arrière. Donc oui, il y a aussi un enjeu très, très net là en amont, pouvoir entendre ces alertes et pouvoir prendre en compte les différents types d'attaques, de menaces, de pression le plus tôt possible, pour précisément pas que ça s'accumule et que ça débouche sur une issue tragique. Voilà, donc bonsoir à tout le monde, merci, on espère vous retrouver plus nombreux sur les prochaines séances et au revoir et encore merci à Katia et je termine là-dessus. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Merci, bonsoir.